Voyons maintenant quelque chose d'important, l'organisation générale d'une chaîne de traitement numérique du signal. Alors, comme il s'agit de traiter en fait un signal d'origine physique, il est analogique. Donc la chaîne de traitement commence par la conversion en numérique du signal analogique. Donc échantillonnage, codage, et seulement après, traitement numérique. C'est-à-dire qu'au début, on va avoir l'échantillonnage, et l'échantillonnage, ça commence toujours avant l'échantillonneur par un filtre d'anti-repliement, c'est-à-dire un filtre passe-bas qui a pour but de limiter le spectre du signal analogique à échantillonner à une fréquence bien définie, Fmax. Et on échantillonnera ensuite à une fréquence au moins égale à 2 Fmax en vertu du théorème de Shannon. Alors, ce filtre d'anti-repliement est expliqué au paragraphe 2.7. Ensuite, l'échantillonneur, qui en pratique sera un bloqueur d'ordre 0, dont on verra la réalisation au paragraphe 3.10. Ensuite, le convertisseur analogique numérique, CAN, dont on verra la réalisation au paragraphe 3.11. Et à partir de là, on est en numérique, donc on peut effectuer le traitement par calculateur, fonction de transfert H2Z ici. Il faudra après reconvertir les éléments binaires en signal analogique, donc un convertisseur numérique analogique, dont on verra aussi la réalisation dans le même paragraphe 3.11, et derrière lequel il y a comme toujours un filtre passe-bas de lissage, dont on verra la nécessité tout à l'heure au paragraphe 3.10, 2 sur 2. Tout ça est piloté par une horloge qui donne la cadence TE, période d'échantillonnage, à la fois à l'échantillonneur, au convertisseur analogique numérique, au calculateur de traitement numérique et au convertisseur numérique analogique. Alors précisons maintenant très rapidement la forme des signaux à chaque étape de la chaîne, en commençant par le signal analogique de départ X de t, auquel on donnera, pour des raisons pédagogiques, une forme ultra simple, que vous voyez ici. Après le filtre d'anti-repliement, qui est un filtre passe-bas, le signal n'est pas déformé, puisque le rôle du filtre passe-bas est uniquement de bien délimiter les fréquences en coupant à la fréquence la plus élevée Fn du spectre du signal analogique, ici. Donc on trouvera le même signal avec un front légèrement arrondi peut-être ici à cause du filtre passe-bas, mais c'est tout. À la sortie de l'échantillonneur, on a la suite des échantillons qui vont être codés en numérique par le codeur analogique numérique ici, qui délivre une suite de 0 et de 1. Le calculateur traite en numérique les 0 et les 1 pour délivrer une nouvelle suite binaire, celle-ci est en fonction de celle-là par le traitement qu'on a voulu effectuer. Le convertisseur numérique analogique ici restitue en sortie un signal en marche d'escalier, la hauteur des marches étant égale à la valeur correspondant au code binaire des éléments qui sont ici. Il faudra un filtre de lissage pour pouvoir, à partir de là, restituer le signal analogique qui est en quelque sorte l'enveloppe du signal en marche d'escalier. Voyons maintenant, en complément, le principe de réalisation des principaux organes de la chaîne de TNS que sont le BOS, le bloqueur d'ordre 0, le convertisseur analogique numérique, CAN, et le convertisseur numérique analogique, CNA. Et commençons par le BOS. BOS, l'échantillonneur bloqueur d'ordre 0, qu'est-ce que c'est? Si j'applique à l'entrée d'un BOS un signal analogique quelconque S de t, j'obtiens en sortie un signal
en marche d'escalier S B0 bloqueur d'ordre 0 de T, S B0 de T, tel que S B0 de T est égal à S à l'instant nTE, c'est-à-dire au nème échantillon, valeur de S de T pour T égale nTE, TE est la période d'échantillonnage, maintenu cette valeur S de nTE tant que T reste compris entre nTE et n plus 1 TE, c'est-à-dire maintenu pendant une durée TE qui commence au moment où est généré le nème échantillon. La fonction du Bose est donc de maintenir la valeur échantillonnée appliquée à l'entrée, prélevée à l'entrée, jusqu'à l'instant d'échantillonnage suivant. Donc si à l'entrée du Bose on a une suite d'échantillons, ici représentés aux instants 0, 1, etc., nTE, n plus 1 TE, en sortie, on aura un signal en marche d'escalier correspondant à la représentation par un signal analogique, par une tension analogique de cette suite d'échantillons avec des valeurs maintenues pendant toute la durée qui sépare un instant d'échantillonnage de l'instant suivant. Donc ici, sur le premier instant, sur la première période d'échantillonnage, on maintient la valeur de l'échantillon correspondant à n égale 0. Ensuite, on maintient la valeur correspondant à n égale 1, n égale 2, n égale 3, etc. Eh bien, on peut dire que le Bose réalise d'une manière naturelle la fonction du convertisseur numérique analogique. Puisque je vois ici, en sortie du Bose, un signal dont on peut dire qu'il est analogique, parce qu'il est continu sur l'axe des temps. Il n'est pas à temps discret, en tout cas, il est à temps continu, et il prend une suite de valeurs maintenues constantes pendant toutes les durées successives égales à TE. Donc c'est bien ce qu'on aurait en sortie d'un convertisseur numérique analogique, puisque la valeur des paliers successifs ici est égale à la valeur du signal analogique aux instants d'échantillonnage. Pour avoir exactement le signal analogique, il ne resterait plus qu'à faire un lissage ici, c'est-à-dire à prendre l'enveloppe. Donc c'est important de savoir que le CNA est naturellement réalisé par le Bose. Donc ce bloqueur d'ordre 0 permet aussi de faire la réalisation physique des convertisseurs numériques analogiques. Alors, il est intéressant de calculer la réponse impulsionnelle du Bose parce qu'à partir de là, on peut en déduire la réponse en fréquence par transformée de Fourier. Donc c'est quoi la réponse impulsionnelle d'un Bose? Eh bien, si je mets à l'entrée du Bose ici une impulsion de Dirac, largeur nulle, amplitude 1, qu'est-ce que j'ai en sortie? Eh bien, j'ai une impulsion de largeur TE, puisque le Bose va maintenir la valeur 1 pendant la durée TE, et d'amplitude égale à 1. Donc j'ai un signal rectangulaire d'amplitude 1 et de largeur TE. C'est-à-dire que j'ai la différence, si je veux l'exprimer mathématiquement, ce signal-là, la différence entre un échelon unité, nul pour t négatif égale à 1 pour t positif, c'est-à-dire U de t, différence U de t, moins, à partir de 1, il faut ramener le signal à 0, donc il faut lui retrancher le même U de t, mais décalé de TE, c'est-à-dire qu'il faut lui retrancher U de t moins TE. Donc H0 de t égale U de t moins U de t moins TE. Ce qui permettrait d'accéder à la transformée de Fourier, c'est-à-dire au spectre qui est d'ailleurs calculé à la planche suivante, qui est laissée pour une deuxième lecture. Donc on va la sauter, et je passe directement à la planche 3.11. Principe de réalisation des CNA et des CAN, et on va commencer par le CNA, convertisseur numérique analogique. Alors un convertisseur numérique analogique
a pour rôle de transformer un nombre binaire qui comporte un certain nombre d'éléments binaires, donc une suite de 0 et de 1. Par exemple, si c'est un octet, il y en a 8. Une suite de 8, 0 et de 1, par exemple. Transformer ce nombre binaire en une tension qui est fonction des valeurs des différents éléments binaires AI. AI étant quelque part le ième élément binaire. S'il est placé au rang I, il a pour poids 2 puissance I-1. Alors on mettra l'élément binaire de poids faible à droite, donc ce sera A1, élément binaire de poids fort à gauche. On va même réserver le premier élément binaire, là, AR, ici, comme bit de signe. Alors prenons un exemple, celui d'un octet. Donc il y a 8 éléments binaires, 1, 2, etc. Et le huitième s'appelle AR ici, donc R égale 8. Et parmi les 8, le huitième donc représente le signe et les 7 autres la valeur absolue. Alors prenons un exemple concret, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Ça veut dire que le bit A7 de poids fort vaut 0, puisque c'est positif. On prendra un nombre positif. Enfin, on affectera comme bit de signe 0 lorsque c'est positif et 1 lorsque c'est négatif. Et ensuite, on trouve alors, le septième, ça doit être le huitième. Le septième ici, c'est le bit de poids fort, de la valeur absolue. Donc ici, il vaut 0. Donc j'ai 0 fois 2 puissance 6, puisque c'est 2 puissance I-1, le poids. Plus ensuite 0 fois 2 puissance 5. Plus 1 fois 2 puissance 4. Plus 1 fois 2 puissance 3, plus 0 fois 2 puissance 2, plus 1 fois 2 puissance 1, plus 0 fois 2 puissance 0. Donc ce 1 a pour poids 16, 2 puissance 4, donc ça fait 16, plus celui-là a pour poids 8, 16 et 8 ça fait 24, celui-là a pour poids 4 et celui-là a pour poids 2, donc 16 et 8, 24, 16 et 8, 24, et 2 ici, 26. Donc ce nombre binaire représente le nombre 26 en base 10. Ce nombre en base 2 représente 26 en base 10. Alors maintenant, précisons la constitution du convertisseur analogique, numérique analogique. Ce qui nous amène à préciser la correspondance entre les nombres binaires et les tensions, puisqu'il faut transformer un nombre binaire ici qui comporte les bits A7 jusqu'à A1, valeur rangée dans 7 registres successifs, dont la lecture est déclenchée par une horloge, et on peut donc les lire simultanément, en parallèle, ces 7 nombres binaires, et la lecture de ces 7 nombres binaires doit engendrer une tension en sortie du convertisseur numérique analogique qui correspond au nombre 26, qui décode plus exactement l'élément binaire qui est ici et correspond donc au nombre 26. Faisons un petit tableau en indiquant le poids de chaque élément binaire. Alors pour ça, le convertisseur numérique analogique va être constitué d'un certain nombre de générateurs de tension dont le poids, dont la valeur de ces générateurs de tension croît en progression géométrique de raison 2. On va prendre 1 volt pour le plus faible, donc 2 volts, 4 volts, 8, 16, 32 volts, 64 volts. Et chacun de ces générateurs de tension est lu au moment où se déclenche l'horloge, par fermeture ici commandée par l'horloge, de la porte qui est ici, et qui, lorsque le nombre qui est ici est égal à 1, engendre à ce moment-là, à l'instant de l'horloge, une tension de 64 volts ici. Et on ajoute les tensions
générée par chacun des générateurs de tension pondérés par la valeur du bit. C'est qu'en fait, la porte ne se ferme que s'il y a 1. S'il y a 0, ben, ça reste ouvert, ça fait 0 volts. Quelle est l'expression de la tension recueillie ici en sortie comme somme de toutes ces tensions-là? Eh bien, on voit que c'est la somme pondérée de chaque générateur de tension pondérée par la valeur du bit correspondant. Donc c'est A1 multiplié par 1 volt si A1 vaut 1, et puis par 0 évidemment, si ça vaut 0. A2 a pour poids 2 volts, A3 4, 8, 16, 32, 64, et on ajoute le total. Alors on va poser grand V égale 64 volts, de sorte que petit v égale grand V sur 64. Ici le double, donc V sur 32, sur 16, sur 8, sur 4, sur 2, et grand V ici égale 64 volts. Quelle est la valeur de la tension générée dans le cas présent? Eh bien, il faut regarder où sont les 1. Alors les 1, ils sont là où le nombre est écrit dans le tableau, dans la deuxième ligne du tableau ici, là où il est écrit en gras, c'est-à-dire sur A2, sur A4 et sur A5. Donc je vais avoir ici en sortie V sur 32 plus V sur 8 plus V sur 4. Et en mettant 64 en facteur, 1 64e de 2V pour donner le V sur 32, de 8V pour donner le V sur 8, et de 16 fois grand V pour donner le V sur 4. C'est-à-dire 1 64e de 16 et 8, 24 et 2, 26, vous voyez qu'on retrouve le 26 qui était ici, 1 64e de 26 volts, de 26 fois grand V. Comme grand V sur 64 c'est petit v, ça fait 26 volts, 26 petit v. 26. J'ai bien donc en sortie du codeur numérique analogique une tension qui représente la valeur du nombre binaire qu'il fallait décoder. C'est exactement ce que je voulais faire. Voyons maintenant le principe de réalisation d'un convertisseur analogique numérique CAN. Le schéma de principe en est donné dans la partie droite de la diapositive ici. On voit que ce schéma de principe, je le répète, s'articule autour d'un convertisseur numérique analogique qui peut être réalisé tel qu'on l'a vu dans une diapo précédente. On voit également que le schéma comporte un compteur binaire. On y reviendra. C'est à la sortie de ce compteur binaire que se présente la valeur numérisée de x de t. Donc c'est la sortie du convertisseur analogique numérique. Devant ce compteur, on a une porte E qui reçoit 3 signaux, un signal d'horloge, une commande de lecture et un signal en sortie d'un comparateur. Ce comparateur, figuré ici, compare ici la tension à convertir, donc x de t, la tension analogique à convertir x de t, qui est en fait appliquée ici à travers un dispositif via une commande de lecture. Une commande de lecture qui indique à quel moment on peut prélever, enfin, regarder la valeur de la tension à convertir. Alors comme cette tension se présente normalement sous forme d'échantillon, à chaque fois qu'il y a un échantillon, et au rythme des échantillons, donc fréquence d'échantillonnage, on a une tension qui se présente ici et qui fait l'objet des opérations qu'on va décrire. Enfin, la sortie du convertisseur numérique analogique, c'est-à-dire la sortie analogique, ici, s'appelle V de t. C'est une tension V de t, c'est celle qui se trouve comparée avec x de t. Alors expliquons le fonctionnement en commençant par le compteur binaire. Le compteur binaire, ici, est préalablement remis à 0 par une commande de R à Z, ici. Et sa sortie, par principe même de fonctionnement d'un compteur binaire, sa sortie est incrémentée de 1, de une unité binaire, à chaque front d'horloge qui se présente ici sur l'entrée du compteur.
Le CNA, ici, convertit la sortie binaire du compteur, qui arrive là, en tension analogique V de t soumise au comparateur. Le comparateur fonctionne de la manière suivante. Il compare x de t et v de t. Si la tension à numériser x de t est supérieure à v de t, le comparateur délivre un signal en sortie qui permet à la porte E de laisser passer l'horloge. Donc le compteur reçoit les fronts d'horloge et donc sa sortie x de t s'incrémente. Sa sortie binaire s'incrémente tant qu'il y a un signal à la sortie du comparateur, c'est-à-dire tant que x de t est plus grand que v de t, ou encore, ce qui revient au même, tant que v de t reste plus petit que la tension x de t à mesurer, à convertir en binaire. Dès que ça s'inverse ici, le comparateur délivre un 0 et la porte E bloque le signal d'horloge et le compteur binaire ne s'incrémente plus. Ainsi, le compteur binaire s'incrémente jusqu'à ce que la tension V de t en sortie du CNA atteigne la valeur de x de t. C'est exactement ce qu'on voulait, puisqu'on voulait que le compteur binaire s'incrémente jusqu'à ce que le signal binaire, enfin le nombre binaire en sortie, mesure la valeur de x de t. C'est QFD. Conclusion au module de cours numéro 2. Toujours en deux parties, les points les plus importants du cours et de la théorie à la pratique. Les points les plus importants du cours, d'abord, les principes de la quantification et du codage numérique, paragraphe 3.1. Ensuite, la quantification uniforme, bruit de quantification et dynamique de quantification, paragraphe 3.2 à 3.5. Quantification logarithmique et gain de compression associés, paragraphe 3.6 à 3.8. Organisation générale d'une chaîne de traitement numérique du signal, paragraphe 3.9. Et enfin, convertisseur numérique analogique et analogique numérique, paragraphe 3.11. De la théorie à la pratique, alors vous avez ici des exemples et des exercices sur la téléphonie numérique. Alors les exemples dans les paragraphes 3.5 à 3.8 avec des notions qui sont extrêmement concrètes, bien qu'inclus dans le cours. Vous avez un exercice sur le compact disque audio qui est intéressant, l'exo 4, et puis les exercices 1 à 3 sur la numérisation, je crois que c'est en téléphonie. TD 1.2 sur l'échantillonnage et la numérisation d'un signal analogique.